Alors, dans la ma question première, c'est en fait, quel est votre besoin en comptabilité? Vous avez un syndic bénévole, je suppose? C'est ça, exactement. Et donc, ce syndic bénévole fait la comptabilité ou c'est vous qui la faites? Ah oui, alors nous, on est le syndic On est le bénévole. syndic Enfin, bénévole. on est une partie Mais du laquelle syndic. des deux est syndic bénévole? Ah, mais tous, tout. En fait, C'est pas le possible. Légalement, il n'y a qu'une président, seule. le vice-président. Pardon? Non, c'est pas possible. Légalement, il n'y a qu'un seul syndic. Il peut y avoir un conseil syndical, un assistant, un vice-président. Alors, c'est le conseil syndical. Vous avez raison, je me suis mal exprimée. Donc, vous êtes au conseil syndical et il y a donc un syndic. Oui, C'est un syndic professionnel ou bénévole? bénévole. D'accord. Donc, c'est lui qui fait la comptabilité, qui vous la soumet? Ah non, mais c'est nous, en fait. Oui, ouais, on ne se comprend pas, je pense. En fait, moi, en tant que trésorière pour ces 2 années, c'est moi qui assure la comptabilité de la COPO. Alors, est-ce que vous êtes un syndicat coopératif? Oui, Ah voilà, donc je comprends un peu mieux. Et en fait, Oui, pardon, syndicat, dans le on syndicat, est un syndicat coopératif. alors, dans un syndicat coopératif, c'est le président du conseil syndical qui est en même temps syndic. Et c'est donc lui qui doit faire la comptabilité. Après, il peut la déléguer à un membre du conseil syndical, un trésorier, un secrétaire, un comptable, point. Mais c'est lui qui en est responsable. Même en déléguant la mission, il reste responsable de la comptabilité à 100%. D'accord. très bien. Bah, Donc, écoute. vous On êtes savait. président syndic. Parfait. Très bien. Donc ça, on a rétabli ça. On est dans un syndicat coopératif. Ça ne change rien pour la comptabilité, puisque de toute façon, elle doit être tenue de la même manière, quel que soit le mode de gestion. Que vous soyez en syndicat classique, c'est-à-dire élu, le syndic élu par l'Assemblée, ou en coopératif, le syndic élu par le conseil syndical, la comptabilité est la même. La seule différence, c'est si vous avez moins de 7 lots et moins de 15 000 euros de budget. Je ne pense pas que ce soit votre cas. Alors, moins de 15 000 euros, oui. On est à moins de 15 000 euros de budget. Oui. Et Régulièrement, sur toutes les années? sur toutes les années, ouais. D'accord? Donc, vous n'avez pas l'obligation de faire une comptabilité comme je vais vous la présenter, mais je vous recommande de le faire quand même parce que si demain, vous étiez amené à passer en syndic professionnel, il vous demandera en fait ce type de comptabilité. Alors, la différence, c'est quoi? C'est une comptabilité de trésorerie quand vous êtes à moins de 15 000, c'est-à-dire que vous ne comptabilisez que les factures qui sont arrivées et qui ont été payées. Et dans la comptabilité de plus de 15 000 euros, c'est une comptabilité par engagement. C'est-à-dire que si vous avez signé un bon de commande cette année, mais qui ne va être réalisé que l'année prochaine, il faut quand même le mettre dans la comptabilité. Oui. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est une comptabilité normale d'engagement, c'est-à-dire qu'on comptabilise tout et dès qu'on a passé une commande, on met la commande dans la comptabilité. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier et de ne pas payer 2 fois la compte en général de démarrage. Alors, il se trouve qu'en fait, c'est un peu ce qu'on fait, parce qu'en fait, moi je suis contrôleur de gestion, donc c'est un peu mon domaine. Et on a eu des cas, où effectivement, on avait, par exemple, une facture qui n'était pas arrivée, que moi j'ai provisionnée, et une facture qu'on a reçue trop tôt, que j'ai passée en charge constatée d'avance. Et Donc, vous fonctionniez déjà comme une comptabilité classique, comme une comptabilité ouais, de plus de 15 000 euros. je pense, oui. Donc, vous allez vous y retrouver parce qu'en fait, ça ne change pas grand-chose dans la Ouais, présentation. ok. Alors, Oui. excusez-moi avant de démarrer. Donc, on se donne 1 heure, c'est ça à peu près pour. Alors, on va déjà être bloqué à partir de 30-40 minutes parce que Zoom va nous dire c'est fini, votre abonnement votre connexion Oui. gratuite est fermée. C'est pas grave, si ça coupe, vous vous reconnectez avec les mêmes identifiants et on redémarre à nouveau pour 30-40 minutes. D'accord. Ok. Et puis, on avait Oui. D'accord. Et on aurait eu 1 ou 2 petites questions au-delà de l'aspect compta là, qui concerne notre règlement de copropriété et puis la question de la transition énergétique ou de la rénovation énergétique. Voilà, mais peut-être Comme après. vous voulez, soit on traite ces questions au début et on passe après à la compta, soit on passe à la compta avant et vous le faites après. C'est comme vous voulez. D'accord. Bah, faisons la compta, je pense que ce sera pas très long parce que C'est très bien. Non, parce que vous êtes déjà formé, donc à mon avis, ça devrait aller très vite. Oui, je pense que ça va être assez, ça va nous parler. Et puis comme ça, les autres sujets sur lesquels on est un peu moins à l'aise. Alors, on mettra plus de temps. On consacrera Voilà, s'il plus vous de plaît. temps. Merci. Sachez que nous avons, enfin, du fait des nécessités des copropriétés, nous avons développé un logiciel qui, à partir d'un journal, génère automatiquement un grand livre, une balance, les 5 annexes, les appels et les répartitions.
Ça Ouais. sert Mais pas à grand-chose. ça, on n'est pas tenu de l'avoir? Est-ce qu'on Non, est tenu de non, l'avoir? Voilà. non, mais ce que je vais vous présenter, en fait, c'est dans le logiciel. Donc, il va y avoir Ok, certainement certaines présentations qui, en fait, sont issues de ce logiciel. C'est juste pour vous prévenir, ce n'est pas un logiciel classique commercial. C'est notre logiciel d'accord. interne. D'accord. Et pardon, et du coup, ce qui est annexe, bilan et balance, c'est pas des documents qu'on est tenu de fournir Non, Ah, non, voilà, vous n'êtes pas tenu de les fournir. Alors, moi, je les fais quand même parce que ça permet d'avoir une unicité, une harmonisation quand on présente tout à des fait. comptes auprès des copropriétaires, surtout si en plus, à terme, on est censé éventuellement passer en syndic professionnel. Mais bon, il n'y a pas d'obligation de les fournir Ok, quand vous ok. êtes à moins de 15 000 et moins de 7 lots. Alors, partage d'écran, je vais essayer de vous présenter. Je ne sais pas si je l'ai, parce que j'ai vu hop. Ah, voilà, elle est masquée par ça. Voilà. Donc, comptabilité de copropriété. On voit très bien. Vous voyez bien. Alors, je vais essayer de vous la Ouais. mettre mon affichage complet. Diaporama. Voilà, à partir du début. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Donc, la comptabilité. Oula, c'est un peu trop vite. Alors, la comptabilité, qui l'a fait? Alors, comme je vous ai dit, logiquement, c'est le syndic qui peut officieusement, qui peut, une fois élu, le confier au conseil syndical, mais il en reste responsable. Donc, c'est quand même bien qu'il ait une vue sur ce qui se fait et qu'il ait un contrôle, même s'il le délègue. Il y a possibilité de déléguer complètement la comptabilité si le syndic ne veut pas s'en charger, qu'il soit bénévole, hein, parce que s'il est professionnel, il ne peut pas demander à l'Assemblée de nommer quelqu'un pour la comptabilité, il doit la faire. Ça fait partie de son mandat. Mais pour un syndic bénévole, c'est sûr que pour en trouver, c'est relativement difficile. Et souvent, pour les convaincre, on leur dit, vous pouvez devenir syndic et ne pas faire la comptabilité en la déléguant à un autre organisme. Alors, sachez qu'il y a des organismes qui le font, comme Matera, mais les retours ne sont pas très positifs. Et il y a J'en ai entendu parler de Matera. ben, le problème, c'est que leur publicité, déjà, elle est un peu trompeuse, parce que quand les gens voient la publicité, ils pensent que c'est un syndic. Et j'ai même un syndic bénévole qui l'avait élu syndic dans une assemblée. Alors ça a posé problème, parce qu'effectivement, ben, il y a eu une procédure judiciaire en dénonciation de cette qualité, puisqu'il ne peut pas agir en tant que syndic. Donc déjà, la communication n'est pas bonne du tout, et ils le font exprès, pour un peu noyer le poisson, et ne pas dire aux gens, il faudra que vous soyez syndic bénévole pour nous avoir. Et donc, ce conseil syndical, quand on est en syndic bénévole, on peut très bien demander à déléguer donc à quelqu'un d'autre, y compris à la NCC, parce qu'on le fait aussi dans notre filiale qui s'appelle la NCC Service, ou à Matera, ce que je déconseille fortement, ou à un comptable, tout simplement, que vous auriez pu trouver extérieur. Quand on a les compétences internes, c'est plus facile. Bon, l'expert, effectivement, on peut prendre un expert comptable hein, si on veut vraiment être sécurisé. Il n'y a aucune interdiction pour que l'Assemblée décide de déléguer à un expert comptable la tenue de la comptabilité. Et c'est surtout vrai quand on n'a pas de bénévole, c'est-à-dire aucun syndic qui se présente pour le faire. Ou dans les cas des coopératifs, aucun président qui se présente à l'élection. Qu'est-ce qu'elle a fait? À droite, en bas à droite, tout à droite de votre barre de tâches. Le dernier onglet, il est en cours. Non, Je ne sais non, pas si alors, ici. on va essayer de le reprendre. Voilà. Alors, le conseil syndical, expert ou pas, et en fait, tous les copropriétaires peuvent être amenés effectivement à aider à faire la comptabilité, mais ça restera toujours de la responsabilité du syndic ou du président syndic. Ok. Ensuite, oui, question? C'est très clair, c'est très clair. En ce qui concerne quand fait-on la comptabilité? Alors, bien entendu, on l'a fait au fil de l'eau, c'est-à-dire en général, quand on reçoit, en fonction de ses disponibilités, quand on reçoit effectivement les factures ou les commandes. Alors, le conseil syndical peut demander à avoir accès à la comptabilité. Alors, pour vous, c'est peut-être en permanence, mais toute l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date à laquelle on peut dire « Ah non, non, à cette date-là, vous n'avez pas le droit de consulter. » Donc, les documents qui appartiennent à la comptabilité, au syndicat, appartiennent au syndicat. Le syndic, lui, n'est qu'un dépositaire, ce n'est qu'un mandataire, c'est comme un secrétaire en réalité. Donc, il ne détient pas, il n'a pas le droit de bloquer les archives. Si le conseil syndical les lui demande, il doit les fournir. Alors, vous, c'est facile parce que vous êtes en bénévole. Je peux vous dire que pour les syndics professionnels, c'est compliqué de faire appliquer cette règle. Parce que souvent, ils ne vous donnent qu'une partie de l'information et il faut se bagarrer pour avoir le reste. Alors ensuite, avant l'envoi des convocations, il est clair que le conseil syndical doit valider les comptes avant. Ça ne sert à rien de les valider après. Ça veut dire qu'avant que les convocations soient parties, le syndic doit avoir fait une réunion dans laquelle le conseil syndical signe qu'il a consulté la comptabilité
et qu'il n'a pas d'observation à effectuer. Ça, c'est une sécurité pour le président syndic parce que aujourd'hui, vous vous entendez bien. Demain, vous avez quelqu'un qui rentre au conseil syndical ou qui se trouve dans une situation particulière et il va contester tout ce qui a été décidé en disant le conseil syndical n'a pas été consulté pour les comptes, je ne suis pas d'accord, etc. Donc, si vous faites signer un PV disant voilà la comptabilité, vous avez le droit de la consulter, merci de m'approuver cette comptabilité, vous êtes tranquille. Après, les votes de compte de l'ASL, ça concerne des syndicats qui sont rattachés à des ASL. Vous avez des syndicats qui sont composés de plusieurs immeubles et la totalité des syndicats appartenant à une dalle, par exemple, sur la Défense, appartient à l'ASL parce que c'est elle qui va gérer, par exemple, les parkings communs, par exemple, la chaufferie commune. Et dans ces cas-là, le syndicat gère, je dirais, le quotidien de l'immeuble et l'ASL va gérer tous les éléments communs à plusieurs syndicats. Vous, ce n'est pas votre cas. Donc, normalement, vous n'êtes pas concerné par ça, mais sachez que si un jour vous étiez rattaché à une ASL, il faudrait d'abord voter les comptes de l'ASL avant le syndicat. Pourquoi? Parce que les comptes de l'ASL vont être ensuite retranscrits au niveau du syndicat. Et il faut donc présenter au syndicat les comptes qui ont été approuvés par l'ASL. Alors, pour les copropriétaires qui ne sont pas au conseil syndical, ils peuvent consulter effectivement la comptabilité et les éléments autres, mais seulement à compter de la réception de la convocation. C'est-à-dire qu'ils ont un laps de temps plus court entre la réception de la convocation et l'Assemblée générale pour aller chez le syndic, vérifier les comptes, vérifier les documents, etc. Donc, si effectivement il y a des copropriétaires qui vous interpellent au mois de janvier alors qu'on n'est pas dans le cadre d'une convocation, vous avez le droit de leur dire écoutez, attendez de recevoir la convocation ou allez voir le conseil syndical s'il veut bien vous donner l'information, parce que le syndic n'a pas d'obligation de le faire. Après, ça dépend aussi des relations qu'on a avec les copropriétaires. Moi, j'ai une question concernant le syndic. Aujourd'hui, nous, il est constitué d'un président, d'un trésorier, d'un vice-président. Là, vous parlez du bureau, pas du syndic. Le syndic, c'est le président. La personne qui s'appelle le syndic, c'est une personne physique ou une personne morale, mais qui est le président chez nous, puisque c'est le président coopératif. Donc, le reste, ça ne s'appelle pas un syndic. Ça s'appelle un syndicat pour l'ensemble et ça s'appelle un bureau pour le conseil syndical. Enfin, ça s'appelle un conseil syndical. Non, si on élit le conseil syndical. Donc, la présidente est syndic, les membres du conseil syndical sont des membres du conseil syndical et les autres, ce sont de simples copropriétaires. Et le syndicat, c'est le global, c'est-à-dire la totalité des copropriétaires quand ils se trouvent en assemblée en général. En tout cas, le syndicat, ça couvre la totalité, c'est une personne morale qui couvre la totalité du syndicat, c'est-à-dire tous les copropriétaires. Et le conseil syndical, il n'a pas besoin d'être composé d'autres personnes que nous, actuellement, président, vice-président, trésorier. Ben, c'est votre règlement de copropriété qui détermine qui compose le conseil syndical. Donc, il y a des règlements où ils disent qu'il faut un président, point final. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut qu'il y ait 3 membres, sans préciser quelle fonction. Et puis, vous en avez d'autres qui ne donnent aucune information, si ce n'est l'élection du conseil syndical. Donc, tout est possible dans le règlement. D'accord. Il n'y a pas de règle. Au niveau du conseil syndical, il n'y a pas de règle. C'est le règlement qui fait la loi. Ça marche, merci. Ensuite, comment fait-on la comptabilité? Alors là, je ne vais pas si vite, parce que ça, vous connaissez. Sur pièce, bien entendu, avec un grand livre. Alors, comment fait-on le contrôle? Parce que là, je n'ai pas précisé, mais comment fait-on le contrôle de la comptabilité? Parce que là, je n'explique pas comment la faire. Comment la faire, c'est l'objet du logiciel qu'on a développé et c'est l'objet de ce que vous faites vous-même. Mais comment contrôle-t-on une comptabilité qui n'a pas été faite par soi-même? Alors, sur pièce, bien sûr. Sur pièce, ça veut dire que vous demandez, alors ça pourrait vous arriver, qu'un copropriétaire, à partir de la convocation, vous dise « Ah, mais je voudrais contrôler les comptes, mais je ne peux pas me déplacer. Pouvez-vous m'envoyer le grand livre, les annexes, etc. » Alors là, il faut faire très attention parce que ces documents sont censés être confidentiels, c'est-à-dire seul le copropriétaire doit les recevoir. Il peut y avoir dedans des informations confidentielles de type le nom, l'adresse, la date de naissance du gardien. Si vous n'en avez pas, c'est mieux. Mais sachez qu'il y a quand même une obligation de confidentialité et qu'il est mieux de proposer aux copropriétaires de venir chez vous pour contrôler les documents et pour vous assurer qu'il n'y a pas de copies qui partiront vers l'extérieur, vers des personnes qui ne sont pas censées en avoir copie. Et c'est comme ça que vous devez l'expliquer en fait aux personnes en disant « Je veux bien vous envoyer le grand livre parce qu'il n'y a que des documents comptables, que des informations comptables dedans. Je veux bien vous envoyer les annexes, mais pour tous les documents de type facture, paye, etc., comme il y a une obligation de confidentialité, il faudra que vous veniez sur place. Le contrat, c'est pareil. Je veux dire, vous devriez avoir normalement une clause de confidentialité
les documents qui vous appartiennent ne peuvent pas sortir de votre copropriété. Mais si vous les donnez à un copropriétaire, lui, rien ne l'empêche de le sortir. Vous ne pourrez pas le contraindre et l'empêcher de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il est mieux de le faire venir dans vos bureaux pour qu'il consulte les documents sans en prendre copie. Alors, sur place, bien entendu, c'est relativement facile, hein, puisque vous sortez le classeur des factures, vous sortez les 5 annexes, vous sortez éventuellement le grand livre, mais il y a peu de gens qui le demandent, sauf ceux qui sont formés en comptabilité, et au moins les relevés bancaires, parce qu'ils peuvent vouloir vérifier la banque au début d'exercice et la banque à la fin, ne serait-ce que pour vérifier que l'annexe, l'information sur la banque de l'annexe correspond bien au résultat du relevé bancaire, sachant qu'il peut y avoir des rapprochements bancaires, mais pour les éviter, il vaut mieux faire que des virements et arrêter de faire des chèques à partir du 15 décembre. Comme ça, il n'y a pas de rapprochement bancaire, il y a juste un relevé bancaire qu'on compare au résultat et il n'y a pas de rapprochement à faire puisqu'il n'y a pas d'écart. C'est ça parce que j'ai encore des administrateurs judiciaires qui me demandent des rapprochements bancaires, alors que la banque est exactement du montant du relevé. Donc là, quelque part, ça m'agace un peu parce que ça prouve qu'ils n'ont aucune compétence comptable. Or, ils sont censés en avoir puisqu'ils sont censés gérer des copropriétés. Donc, comme quoi, ce qui paraît le plus évident n'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on contrôle? C'est simple, on contrôle d'abord la cohérence comptable des documents. Pourquoi? Parce que c'est le plus facile à voir. S'il y a un problème dans la comptabilité, ce qui peut arriver, on le voit tout de suite sur l'annexe 1, parce que c'est l'annexe, alors vous n'êtes pas obligé de la faire, mais nous, on la fait systématiquement, même pour les petites copropriétés, tout simplement parce que rien qu'en regardant l'annexe 1, qui est l'état financier, on sait s'il y a un problème ou pas. Déjà, on sait si la banque est juste, parce que c'est facile de comparer avec le relevé bancaire, et ensuite, on peut comparer les soldes du grand livre. Parce que si on sort un grand livre, bon, alors, si on veut noyer le poisson, on sort un grand livre sans totaux par catégorie, et dans ce cas-là, personne n'y comprend rien, il faut tout reconstituer, et si on est un peu intelligent ou si on s'en sert pour soi-même, on demande des totaux par classe. Par exemple, des totaux par fournisseur, des totaux pour les fournisseurs, donc compte 40, des totaux pour les copropriétaires, compte 45, parce que c'est les plus volumineux, c'est ceux où il y a le plus d'écriture, et au moins, ça nous permet de regarder le solde. Si le solde correspond à ce qu'il y a dans l'annexe 1, vous êtes tranquille, vous savez au moins que toutes les informations y sont. Et je dis ça parce que justement, à chaque fois qu'on fait un contrôle, systématiquement, il y a des écarts. Alors après, on va vous expliquer, certains syndics expliquent en disant « Oui, mais parce que je vous ai donné un grand livre avant répartition et des annexes après. » C'est une fausse excuse. C'est une histoire de noyer le poisson. Quand on demande des documents, on demande des documents édités à la même date. Donc, ils doivent produire exactement les mêmes résultats, quelle que soit la date. C'est la même date pour le grand livre et pour les annexes. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il doit y avoir une parfaite correspondance entre les totaux que vous avez dans votre grand livre et les totaux qu'on doit retrouver dans les annexes, et notamment l'annexe 1, puisque les autres annexes n'ont pas de totaux, ce sont des détails par compte de classe 6. Donc, pour l'annexe 1, c'est relativement rapide. En 5 secondes, vous êtes en capacité de vous dire c'est bon ou c'est pas bon ou c'est pas cohérent. Après, si c'est pas cohérent, il faut rentrer dans le détail pour savoir où c'est pas cohérent, sur quel compte c'est pas cohérent. Donc là, c'est peut-être un peu plus long. Après, on a le problème du contrôle des factures. Bien sûr, la plupart du temps, les gens disent on va contrôler les factures et le syndic, alors je parle des syndics professionnels, hein, puisque j'ai rarement de cas où on me demande d'intervenir pour contrôler les comptes d'un syndic bénévole, puisque par définition, le syndic bénévole, il fait ça pour lui, donc il n'a aucun intérêt de tricher sur les comptes. Par contre, pour les syndics professionnels, ça peut se retrouver. Et notamment, lorsque les syndics professionnels donnent le classeur des factures, il faut penser à demander aussi les contrats. Parce que contrôler une facture sans avoir le contrat n'a pas de sens. Je prends un exemple. Pendant des années, une copropriété a contrôlé les comptes en allant sur place et en vérifiant que les factures qui étaient données étaient bien des factures qui apparaissaient dans le grand livre. Pas de problème, les factures étaient bien dans le grand livre, elles correspondaient bien à l'adresse du syndicat. Donc, pendant des années, le conseil syndical a considéré que c'était bon, puisque les factures correspondaient effectivement au grand livre. Et puis, je suis arrivée, j'ai voulu faire un contrôle avec les contrats. Et là, je me suis aperçu qu'on avait signé un contrat de ménage pour 3 montées, à raison de 300 € pour les 3. Et en cours de route, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, le syndic a modifié le contrat, a fait un contrat avec lui-même, parce qu'il a créé une société de ménage. Il a signé un contrat avec lui-même. Et au lieu de 300, c'était 300 par montée. Et on s'est retrouvé avec un contrat de 300 au départ, qui a fini à 900 €, où personne n'avait rien vu, puisque c'était des factures qui correspondaient au grand livre, et le tout correspondait à l'adresse du syndicat. Personne ne s'était posé la question, est-ce que ça correspond au montant du contrat?
Parce qu'ils n'ont pas non plus fait de contrôle d'une année sur l'autre de l'évolution des coûts. Nous, on fait Si, un mais comme contrôle. ça a basculé, ben si, mais si ça a basculé, par exemple, il y a 10 ans, et que pendant 10 ans, les gens ont contrôlé que c'était le même montant, ils ne se sont pas posé de questions, et c'est ce qui s'est Ah oui, passé. 10 ans en arrière, oui, tout à fait, Ah effectivement, ben, c'est 10 ans. le problème, c'est que ça change. Les copropriétaires qui contrôlent et les membres du conseil syndical, ils ne restent jamais 10 ans en poste. Donc, ça change. Il y a eu un conseil syndical qui n'a rien vérifié. Derrière, il y en a un autre qui est arrivé, qui a vu que l'année dernière, c'était à 900. Donc, il a dit, bah, c'est bon, puisque c'est le même montant. Et pendant 10 ans, ça a duré comme ça. Parce que Mais personne on n'avait est demandé toujours le sur contrat. 3 années glissantes, donc à un moment donné, on l'aurait vu, hein. Mais voilà. Ben, voilà, c'est pour vous dire que ça peut arriver partout, puisque la preuve, moi, je l'ai rencontrée dans une copropriété qui, effectivement, se contrôlait. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ne se contrôlait pas, mais pas avec tous les éléments. Elle n'avait jamais demandé les contrats. Et ça ne nous concerne pas, mais contrat avec soi-même, ils ont le droit. Mais non, ils n'ont Enfin, pas le droit, mais ils n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'ils ne disent pas qu'ils ont changé le contrat. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je pense, ils l'avaient fait avec la complicité du conseil syndical de l'époque. Qui fait que, en fait, ce qu'ils font souvent, et d'ailleurs, il y a plusieurs types d'anomalies qu'on retrouve régulièrement, c'est premièrement, ils basculent les contrats d'assurance sur leur propre compagnie, parce qu'ils sont souvent assureurs en même temps. Ils créent des sociétés de ménage où ils les ont déjà et ils basculent les contrats, mais bien sûr sans prévenir la copropriété. Ils basculent les contrats de ménage sur une société dont ils sont majoritaires. Alors bien sûr, ils ne sont pas les seuls à être actionnaires, mais ils sont majoritaires et c'est eux qui l'ont créé en fait. Donc la loi n'interdit pas ce type de contrat, mais elle oblige à le présenter en assemblée générale quand il y a modification. Or, eux, ils contournent la loi en ne le présentant pas, vous ne vous en apercevez pas. Et donc, pendant 10 ans, vous pouvez payer effectivement un contrat que vous n'avez jamais abordé et accepté en assemblée générale. Et ça arrive dans toutes les copros. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un accident, c'est une méthode. C'est une méthode sciemment imposée et sciemment développée. Alors, je parle aussi des assurances, hein, parce que c'est le même cas pour les assurances, parce qu'en général, ils ont plusieurs casquettes. Ils sont syndics, assureurs, agents immobiliers, parfois même avocats. J'en ai vu qui avaient aussi une option avocat. Donc, à partir de là, vous couvrez tout. Pratiquement, vous pouvez prendre tous les contrats de la copropriété. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Ensuite, il faut vérifier l'exhaustivité parce que souvent, on a des montants qui sont inférieurs. On vous explique, oui, mais parce que ça a baissé, etc. En fait, il manque qu'une facture. D'où l'intérêt de faire des provisions quand il manque une facture. Encore faut-il les compter. Parce qu'effectivement, quand vous avez un paquet de factures, qu'il y en a 12, il y en a 13 ou 14 parce que vous avez demandé des activités particulières et que donc, on vous a fait des factures pour les suppléments supérieurs au contrat, vous pouvez ne pas vous en rendre compte qu'il vous en manque une. Mais s'il en manque une, il faut la provisionner. Voilà. En tout cas, vous n'auriez pas l'obligation de l'approvisionner. Et dans une compta au-dessus de 15 000, on doit l'approvisionner. Et je dirais que même pour les petits, il y a intérêt à garder ce genre d'informations en comptabilité et d'appliquer cette règle. Oui, nous, on le fait. Je veux dire, à la limite, on ne devrait pas avoir cette exception des moins de 15 000 parce que les problématiques sont les mêmes. Ça, d'ailleurs, il faut que je note, que je demande au ministère de le supprimer. La dispense. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de faire une comptabilité de la même manière, très facile. À l'époque, on disait que c'était compliqué. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec l'informatique. Et ensuite, vérification de l'exercice concerné. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit. Ah oui, si, parce que vous avez des factures qui sont à cheval sur plusieurs exercices. Notamment, les factures d'assurance, ça ne démarre jamais au 1er janvier, rarement. Sauf si vous le demandez. Et c'est rare qu'elle démarre au 1er janvier. Et donc, il y a un problème après de prorata. Est-ce qu'on affecte la facture à 100%? Et si oui, il faut garder la même méthode de travail, ou est-ce que vous faites du prorata? Si vous faites du prorata, il faut garder le prorata aussi dans la durée. On ne passe pas d'un prorata à une année. Et moi, j'ai vu des syndics professionnels se faire payer 2 fois la moitié de l'assurance, parce qu'une année, ils l'avaient mis à 100%, et l'année d'après, ils vous rajoutaient le prorata, soi-disant, alors que vous n'aviez pas de prorata l'année précédente. Donc, du coup, ils se touchent une demi-fois supplémentaire le montant de l'assurance. Ça me sidère. Ça donne pas envie de Non, Je vous parle de cas vécus. Ça ressort en anomalie en comptabilité, quoi. Donc, je trouve ça. Ça ressort pour celui qui regarde. Celui qui ne regarde pas, il valide et il ne le voit pas. Plan comptable. Alors, vous avez, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous avez un paramétrage à faire, mais pour les syndics professionnels, ce que je recommande, c'est dès le début de l'exercice, donc avant le 1er janvier, parce que le plan comptable, une fois adopté, c'est compliqué de revenir dessus. Donc, au mois de décembre, avant qu'il ait basculé les à nouveau, il faut lui demander de faire des comptes 401 pour chaque fournisseur. Aucun fournisseur ne devra avoir un compte commun 401 000. Et j'ai encore des comptas qui sont comment on appelle ça? Qui passent en auxiliaire, c'est-à-dire qu'en fait, la comptabilité générale a un montant 401 000 globalisé,
Et la gestion des fournisseurs se traite à part sur ce qu'on appelle la compta auxiliaire. Et donc, quand vous voyez la compta générale, il n'y a pas de détails sur les fournisseurs. Et ça, c'est très dangereux. Ah, voilà. Ça va couper peut-être dans 10 minutes et à partir de là, vous pourrez vous reconnecter. Après, nous, pour le coup, on ne rentre pas dans ce détail-là, on n'a pas obligation de le faire et nous, on n'attribue pas, on n'a pas de plan comptable dédié, on n'auxiliarise pas non plus nos fournisseurs. Enfin, Tant mieux, tant mieux, parce que tout est dans la même compta. Du coup, vous êtes en compta générale complète. Exactement. Voilà. 450, pareil, parce que moi, j'ai des syndics qui, effectivement, pour noyer le poisson, font de la compta auxiliaire et c'est ingérable parce qu'ils ne fournissent pas la compta auxiliaire. Bon, les sous-comptes, j'en passe parce que vous ne devez pas en avoir énormément. Et les méthodes de comptabilisation, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, la nomenclature, vous l'avez forcément puisque vous avez au moins le nom du fournisseur, etc. Donc, c'est l'équivalent. Et la séparation des travaux avec les charges courantes, je pense que vous n'en avez certainement pas énormément. Bon, là, je vais passer sur les documents standards en précisant quand même que je vous conseille quand même de les adopter parce qu'une fois que vous les avez, vous verrez que c'est beaucoup plus simple de travailler. Moi, j'ai eu le même problème. J'étais en compta de trésorerie. Je suis passé avec les 5 annexes et franchement, alors, la première année, ça m'a compliqué un peu la vie parce que j'ai voulu comparer les deux pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais sincèrement, depuis, je ne reviendrai pas en arrière. Les 5 annexes, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Pour tout. Pour soi-même comme pour les présenter aux autres copropriétaires. Alors, je ne vous donnerai pas le détail, voilà, je ne vais pas vous détailler ce que vous avez à l'écran. Vous avez donc les pièces qui sont les documents que vous gardez. Alors, je rappelle que vous devez les garder en fonction de la nature, vous devez les garder 5 ans, 10 ans, voire indéfiniment. Le journal, ça vous savez, hein, c'est ce que vous remplissez aujourd'hui, donc ça ne change pas. Le grand livre, normalement, c'est édité automatiquement. Donc, s'il y a un écart entre le grand livre et le journal, c'est qu'il y a une manipulation, une saisie manuelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une embrouille. Les annexes, pareil, elles doivent être équivalentes au journal et au grand livre. Le journal, vous ne pouvez pas le savoir, mais en tout cas, l'annexe et le grand livre doivent être identiques. S'il y a des écarts, ça veut dire que quelqu'un est venu saisir manuellement dans les annexes. C'est interdit. Et la balance, de la même manière, ça doit être automatique. On ne peut pas saisir une balance, ça doit être un résultat automatique d'un logiciel, ou en tout cas d'un programme. C'est notre cas. J'avais mis, moi, dans cette présentation, les outils sur lesquels vous devez vous baser, parce que pour la comptabilité d'une copropriété, on a un arrêté spécial qui donne un plan comptable qui est très spécifique. Bon, il y a des petites variantes, c'est pas énorme, il y a des petites variantes avec le plan comptable général, mais c'est pas rédhibitoire. Le grand livre, bon, là, c'est classique, on trouve ça dans toutes les comptabilités de société. La balance générale et la balance partielle, ça, je n'ai jamais vu de balance partielle, mais on pourrait en avoir. Le budget prévisionnel, alors ça, par contre, il faut y faire attention parce que il faudrait, pour bien faire, il faut que le budget, je ne sais pas comment vous fonctionnez puisque vous n'avez pas les annexes, mais dans l'arrêté 2005, l'annexe prévoit qu'on doit programmer les budgets 2000 de l'année N+1 et N+2. C'est-à-dire qu'en fait, on doit voter en même temps que les comptes de l'année 2 années de budget. Et ça a été prévu au cas où, pour des raisons, par exemple le Covid, au cas où pour des raisons techniques, on ne serait pas en capacité de faire une assemblée générale l'année suivante, mais qu'on ait de toute façon un budget pour pouvoir fonctionner. Et comme on ne peut pas faire d'appel si on n'a pas de budget, ben, en programmant 2 budgets d'avance, on a quand même 2 années de protection sur lesquelles on peut faire des appels. Et c'est une obligation de voter les 2 prochaines années en budget? C'est une obligation pour les plus de 15 000, c'est une précaution pour les autres. Parce que demain, vous ne pouvez pas savoir. Demain, imaginez qu'il y a un Covid qui nous bloque toute une année. Ben, on ne pourra pas faire d'AG. Alors, bien sûr, on pourrait les faire par visio, correspondance, etc. Mais il y a certaines copros où les copropriétaires refusent en disant on veut une présentielle ou rien. Et donc, certains n'ont jamais eu, en 2020 et 2021, n'ont eu aucune assemblée générale. Donc, il faut savoir, si le syndic ne convoque pas, il n'y en aura pas d'assemblée. Donc, il faut pouvoir fonctionner quand même. Moi, c'est pareil. Oui. Sur le budget prévisionnel, mais peut-être que ça faisait partie de vos points après. On a dans le budget prévisionnel un fonds de roulement et un fonds de travaux. Mmh. Et je voulais savoir s'il y avait, probablement on peut trouver l'information assez facilement, mais un prorata minimum à adopter dans ces 2 fonds. Est-ce que les 2 sont obligatoires? Est-ce que vous pouvez me rappeler les règles en la matière? Alors, le budget, il est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas faire d'appel. Le budget, il est libre. Il est libre. Normalement, il est libre à condition qu'il puisse couvrir les dépenses de l'année. Donc, en général, on prend les dépenses de N-1
et on fait un budget par rapport à ça. Avec les derniers événements, il faut quand même prévoir des petites augmentations parce que le coût de l'énergie va forcément modifier votre budget. Donc, l'idéal, c'est de prendre les consommations de N-1, d'en rajouter 2 ou 3% parce que toutes les dépenses ne vont pas non plus évoluer et on adopte comme ça le futur budget, sachant qu'il y a quand même des dépenses qui sont ponctuelles. Par exemple, si vous faites une réparation d'une conduite, elle ne va pas se retrouver l'année suivante. Donc, on ne reconduit pas toutes les dépenses à 100%. Le compte 615 travaux, un petit entretien, doit être révisé en fonction de ce que vous comptez faire ou de ce qui pourrait arriver. En général, on prévoit au moins 1 000 € parce que, par exemple, un dégorgement des eaux usées, c'est à peu près ce que ça coûte. Donc, il faut au moins prévoir de quoi faire éventuellement un dégorgement. Maintenant, Pour le surbudget, on n'a pas de souci, hein, l'établissement du budget prévisionnel. Mon point, c'était plutôt sur l'aspect réglementaire. Est-ce qu'il y a justement un cadre relatif? Il n'y a pas de cadre pour le budget, vous pouvez mettre ce que vous voulez, à condition qu'il couvre au moins les dépenses. En fait, précisément dans le budget, le fonds de roulement ou le fonds dédié aux travaux. Alors, ça n'a rien à voir avec le budget. Le budget, c'est charges courantes. Après, vous avez le fonds de travaux, vous avez le budget travaux. Alors, il y a deux choses, c'est soit vous avez déjà un fonds de roulement. Alors, sachez que ça n'existe plus, le fonds de roulement. Ça a été changé, maintenant, c'est un fonds de réserve ou c'est un fonds de travaux. Le fonds de réserve, c'est l'équivalent du fonds de roulement avant, c'est-à-dire c'était une somme qu'on avait versée au moment où on a acheté et qui doit servir justement à éponger les cas d'urgence. Par exemple, des travaux d'urgence, par exemple, tout à coup, une toiture à refaire. Donc, c'était censé aider le syndic à couvrir des dépenses non prévues au budget. Donc, ça reste. On ne vous demande pas de les restituer. Ça a changé de nom, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, vous mettez dedans ce que vous voulez. En général, comme c'était des fonds qui avaient été appelés initialement, on ne les a pas renouvelés. C'est-à-dire qu'on a acheté, on avait un fonds de roulement qu'on a récupéré de l'ancien propriétaire et il est resté tel que. Donc, en général, il diminue, puisque sa valeur diminue, et étant donné qu'on l'a versé il y a 10 ou 20 ans, il ressemble pas à grand-chose. Donc, on peut compléter, on peut décider en assemblée de le monter à des niveaux plus élevés, mais c'est ponctuel. Alors que le fonds de travaux, là, c'est différent. Le fonds de travaux, il y a une obligation de présenter chaque année une résolution indiquant que vous devez mettre en place un fonds de travaux, sauf si vous avez déjà un fonds qui permet d'éponger les éventuels travaux d'urgence. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous dispenser et voter non à cette résolution. Mais en tout cas, la résolution, elle doit figurer à l'ordre du jour systématiquement chaque année. Et systématiquement chaque année, on doit vous dire, si vous adoptez le fonds de travaux parce que vous n'avez pas d'autres fonds de roulement ou de fonds de réserve, vous devez le voter avec un minimum de 5% du budget. Alors, le minimum, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne ressemble pas à grand-chose. Si vous avez des budgets qui sont faibles, le 5%, ça ne va même pas représenter 100 ou 200 €. Mais vous êtes obligé de mettre au moins ce minimum si vous adoptez le fonds de travaux. Mais vous n'êtes pas obligé de l'adopter. Mais si vous l'adoptez, vous pouvez voter 5% minimum, mais plus. Vous pourriez très bien voter 15% ou 20%. C'est vous qui décidez en assemblée du montant que vous voulez accorder à ce fonds de travaux. Et la question est posée chaque année, parce que vous pouvez très bien dire une première année, là, on va voter 15% cette année, et puis l'année suivante, dire les 15%, ça nous suffit, on ne vote rien. Ou on vote 5%. Donc, chaque année, vous devez vous poser la question, et chaque année, vous pouvez moduler et dire, cette année, on va mettre 0, on va mettre 5%, on va mettre 10, 20, 30. Donc, c'est vraiment en libre gestion. C'est à vous de définir les règles. La seule règle qui vous a imposée, c'est de le présenter à chaque année à l'Assemblée générale. Ok. Très bien. Et le fonds de réserve n'est pas obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire et vous pouvez en faire ce que vous voulez, soit le supprimer et restituer au copropriétaire, soit le garder, mais ça n'a rien à voir. C'est un fonds de réserve, c'est une trésorerie d'avance charge courante. Alors que le fonds spécifique de travaux, c'est une sorte de fonds de réserve, mais que pour les travaux. Alors rien ne vous empêche, si vous avez créé un fonds de réserve, de décider de, par exemple, si vous avez des travaux à faire, de basculer ce fonds spécifique de travaux en partie sur les travaux votés. Et imaginez qu'au bout de 4 ans, vous ayez 15 000 € sur le fonds spécifique de travaux et que tout à coup, vous ayez des travaux de 20 000 ou 30 000 à faire. Vous pouvez très bien décider en assemblée générale d'utiliser les 15 000 € du fonds de travaux et de compenser par des appels de 15 000. Et ensuite, l'année suivante, de reconstituer ce fonds de travaux. Là, c'est libre. Et en banque, ce n'est pas obligé qu'il soit dans un compte dédié. Alors, logiquement, on vous demande d'ouvrir un compte spécifique donc de type livret A ou livret B, parce que ces sommes sont censées rester sur le compte. Il n'y a aucune obligation, parce que si vous les
appelez en 2023 et que vous les consommez l'année même, il n'y aura aucun intérêt de le mettre sur un compte placé, puisque de toute façon, ils auront été utilisés dans le même exercice. Donc, il n'y a pas... Alors, il y a une